Bonjour à tous, Cortex Libris numéro 3. J'imagine que tout le monde connaît Emmanuel Todd. Oui. Bon, je vais le présenter quand même pour les trois du fond qui dorment. C'est un anthropologue et historien français, particulièrement connu pour ses travaux sur les structures familiales. Et j'ai un gros problème avec ce type-là. Je n'arrive pas à l'imiter correctement et ça m'emmerde. Oui, les familles patrilinéaires... Bref, dans son dernier bouquin paru en 2017, Où en sommes-nous ? Il entreprend une analyse sociologique des pays dits développés en concentrant ses recherches sur l'évolution du niveau éducatif global. Essayons de voir ce qu'il a à dire et remontons le temps. Ok, au début le Big Bang, puis la roue et enfin Gérard Leclerc. Non, je déconne. Alors, au Moyen-Âge, la lecture et l'écriture est très majoritairement l'affaire de quelques religieux, puis de marchands et enfin de bourgeois, pour arriver à une massification de l'alphabétisation à la fin du XIXe siècle. Selon Todd d'ailleurs, cet accès très large à la culture génère un subconscient social égalitaire qui est un moteur déterminant dans la naissance des démocraties. Et bien entendu, l'alphabétisation de masse, c'est la base fondamentale de la vie démocratique. C'est à partir du moment où, c'est même avant que tout le monde sache lire et écrire, mais à partir du moment où la société commence à pressentir que tout le monde peut apprendre à lire et écrire, et que ça n'a pas resté le privilège d'une case, d'une classe, d'un groupe, et ben se répand ce que j'appelle un subconscient social égalitaire. Et on voit, je veux dire, ce phénomène que Tocqueville percevait comme providentiel, au sens religieux, inévitable, et ben, la démocratisation, qui prend des formes différentes dans les divers lieux, mais vous avez... Tout ça pour arriver à l'entre-deux-guerres, où il va se passer quelque chose de très significatif chez l'oncle Sam. En effet, les États-Unis d'Amérique font le choix, avant les autres, de massifier l'accès aux études secondaires sur tout le territoire. Et ce sera indéniablement grâce à ça qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, nos voisins outre-Atlantique prendront une avance considérable sur la majorité des grands pays développés. Le mouvement de l'éducation est la substance même de l'histoire, que c'est plus important que l'économie, que ça vient avant l'économie, et que, par exemple, un pays qui est dynamique sur le plan éducatif sera inévitablement dynamique sur le plan économique. Mais, et c'est là que le travail de Todd est particulièrement intéressant, il va se produire quelque chose à partir des années 60. La naissance d'une nouvelle fragmentation culturelle de la société avec l'apparition d'une large classe d'éduqués supérieurs. Et ce sera d'ailleurs tout à fait significatif lors de la guerre du Vietnam, où cette classe culturelle supérieure s'opposera au conflit, tandis que sur le terrain et au pays, le soutien patriote est très large dans les milieux moins éduqués. Cette dynamique se poursuivant dans tous les pays développés, on retrouve quelques années plus tard la même tendance partout, avec grosso merdo plus d'un tiers de la population qui passe par des études supérieures. Et, le temps passant, cette élite culturelle de masse s'est séparée du reste de la population, au point qu'on peut même en faire une analyse géographique. La gentrification des centres-villes est d'ailleurs significative à cet égard. Parce que, qu'il y ait des disparités scolaires dans un pays, c'est normal. Mais là où ça devient problématique, c'est quand il n'y a plus d'interaction entre les groupes, que ça tourne en vase clos, qu'une partie du réel est voilée pour un grand nombre de personnes. Et cette population croise tendanciellement de moins en moins les autres populations. Alors, et c'est là que ça devient rigolo, qu'est-ce qui se passe quand les élites médiatiques et politiques proviennent presque exclusivement de cette classe culturelle supérieure ? Selon Emmanuel Todd donc, ce schisme scolaire explique tout à fait, chiffres à l'appui, des événements comme les référendums de 2005 en France, l'élection de Trump, le Brexit. Le plus grand nombre s'exprime, mais une classe minoritaire, utilisant plus les canaux médiatiques, conteste l'expression populaire. Alors, quand ça chouine sur les plateaux pour l'élection de Trump, c'est pas méchant. On me dit qu'il y a des gens émus sur le plateau. Mademoiselle ? Je peux venir vous parler ou... Non. Voilà. Mais quand le choix populaire est ignoré, comme pour le référendum de 2005, c'est nettement plus gênant. Et pour le Brexit, c'est la même limonade. Et si les gilets jaunes, c'était pas aussi l'expression de ce séparatisme ? Parce que si les élites culturelles utilisent leur puissance collective d'analyse au profit de l'épanouissement général, arborant un sens critique aiguisé, c'est bonnard. Mais si c'est majoritairement des PNJ qui ne pensent pas
et qui s'appuie sur des concepts creux, on fait quoi? Peut-il y avoir une vaste phase d'éducation politique populaire? Mais quel que soit son fondement d'ailleurs, si les éduqués supérieurs n'en sont pas les porte-étendards. Bon, là, j'effleure à peine le sujet, donc j'y consacrerai au moins une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de votre Structure de famille nucléaire. Oh putain, mais j'arrive pas, quoi. Allez, à la semaine prochaine. Macron n'est pas fasciste parce que Mussolini, lui, avait un programme économique.